Et on va donc poursuivre sur le chemin de la recherche en innovation sociale à l'UQAM avec maintenant le LAREPS, donc le Laboratoire de recherche sur les pratiques et politiques sociales de 1992 à 2013. Alors, je vais inviter M. Vaillancourt ainsi que Mme Ducharme. Alors, pendant que tranquillement, ils s'installent, je vais vous les présenter. Alors, M. Vaillancourt est professeur émérite à l'École de travail social de l'UQAM, où il a été, dans le fond, professeur et chercheur de 1976 à 2006. Il fait des recherches sur les politiques sociales, donc depuis les années 70. Il est fondateur de la revue Nouvelles pratiques sociales et qui l'a dirigée d'ailleurs pendant 15 ans. C'est lui qui a fondé le laboratoire de recherche sur les pratiques et politiques sociales, le LAREPS, en 92 et l'a dirigé donc pendant 15 ans également. Il fait partie d'une équipe de recherche qui vient d'obtenir un financement de 3 ans dans le cadre d'un programme franco-québécois en sciences humaines et sociales sur le thème « Les forces innovantes de co-construction des politiques publiques et leur incidence sur les dynamiques de professionnalité et de besoins dans les services de soutien à domicile auprès des aînés », avec une mise en perspective France-Québec. Donc, on reste encore, disons, sur la co-construction et autour des politiques publiques. On va pouvoir continuer. Il est engagé également dans un OSBL d'habitation qui cherche à développer le logement social et communautaire dans la ville de Saint-Lambert et participe aussi à un projet de recherche sur les cuisines collectives en Haïti. Avec lui, on a Mme Marie-Noëlle Ducharme, qui est intervenante sociale dans le domaine de l'action communautaire et de l'économie sociale depuis maintenant une 30aine d'années. Elle est détentrice d'une maîtrise en intervention sociale de l'UQAM, professionnelle de recherche et chargée de cours depuis une 20aine d'années. Elle a œuvré donc au LAREPS de 2001 à 2014, où elle s'est particulièrement intéressée justement au logement social et communautaire, ainsi qu'aux services et politiques aux personnes handicapées. Je trouve ça important d'être dans un tandem pour parler du LAREPS avec Marie-Noëlle Ducharme, qui incarne pour moi à la fois une expérience comme professionnelle de recherche sur plusieurs sortes de dossiers au cours des dernières années, mais qui incarne aussi dans le domaine du logement social une implication forte dans le réseau des OSBL d'habitation du Québec, dans lequel il y a la FAUM, entre autres. Et j'ai préparé pour... De ce temps-ci, à l'étape de la vie dans laquelle je suis, il y a des circonstances qui font que j'aime beaucoup revenir sur les racines lointaines de nos pratiques de recherche des 20 ou 30 dernières années. Donc, un peu comme Benoît tout à l'heure, je vais remonter aux années 70-80. Et pour la présentation d'aujourd'hui, au fond, je n'ai pas préparé de PowerPoint, mais je me suis fait un texte de 4000 mots que j'ai terminé à 11 heures hier soir. Et mon expérience m'amène à ne pas essayer de parler vite pour rendre justice à toutes les parties de ce texte. Au fond, le titre de ce texte pourrait être « La mouvance, LAREPS, telle que je l'ai vécue ». La mouvance LAREPS, laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales, de 1992 à je ne sais pas quand exactement. Et dans le texte que j'ai organisé, il y a une première partie sur la préhistoire du LAREPS et du CRISE, parce que ce que j'ai fait, c'est de parler d'une racine importante de l'arbre. Quand on parle de préhistoire, on ne rend pas justice à toutes les racines nécessairement, mais je pense que le regroupement pour le socialisme, l'expérience de 10 ans du regroupement pour le socialisme à laquelle j'ai participé entre 1975 et sa dissolution à l'automne 85, c'est certainement un élément important pour comprendre pourquoi on va retrouver
plus tard dans le LAREPS et dans le CRISE, un certain nombre de personnes comme Jacques Boucher, comme Louis Favreau, comme Benoît Lévesque, comme Martine Damour. Au fond, mon texte de 4000 mots, il est peut-être un morceau de travaux plus larges que j'aimerais continuer avec d'autres collègues, si j'en ai la chance dans les prochains mois, qui comprendraient d'autres chapitres aussi. Mais je trouve souvent qu'on a une certaine pudeur, c'est-à-dire que, donc, préhistoire du LAREPS, après ça, les débuts du LAREPS, et puis peut-être une partie sur les années plus récentes du LAREPS. Mais la préhistoire du LAREPS et du CRISE comprend un morceau d'action politique à travers le regroupement pour le socialisme qui, au début des années 80, s'est devenu proche d'un autre réseau de militants politiques, socialistes et indépendantistes qui s'appelait le Comité des 100, dans lequel on trouvait Marcel Pépin puis Paulaire Bélanger. Et le regroupement pour le socialisme s'est dissous en 85, mais il faut voir qu'on est dans une période au Québec de très forte politisation. Et c'est curieux de parler beaucoup des actions politiques à gauche des groupes ML, de ceux qui se définissaient comme non-alignés. Nous, on se définissait comme non-alignés. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'est intéressant de réfléchir à nouveau. Il y avait des éléments d'alignement. Mais je trouve qu'on a une certaine pudeur qui nous a souvent empêchés aux crises puis au LAREPS de parler formellement des expériences politiques de gauche vécues par les acteurs et les actrices de la première génération du CRISE, première génération de la revue Nouvelles pratiques sociales qui a ramassé beaucoup de ces acteurs qui étaient un projet très innovant de revue qui n'était pas à la mode à l'époque, basé sur une philosophie de recherche partenariale. Mais en 85, 86, 87, il n'y avait pas encore les programmes de recherche partenariale développés par Camille Bouchard, puis le CQRS, dans lequel le LAREPS a pu présenter une proposition en 96-97 pour être connu formellement comme une équipe de recherche partenariale. Un peu comme les ARUC ont repris le modèle à partir de l'an 99-2000. C'est pour ça qu'au LAREPS, on s'est retrouvé confortable dans les démarches d'ARUC, de l'ARUC Économie sociale et dans d'autres ARUC, parce que ça ressemblait au LAREPS. Mais je trouve qu'on est porté à occulter les apprentissages que les chercheurs de ma génération ont fait dans des expériences politiques, y compris dans les groupes marxistes-léninistes de l'époque, y compris dans des mouvances qui étaient plus social-démocrates, mais les groupes de gauche, y compris le regroupement pour le socialisme, n'aimaient pas la social-démocratie à l'époque. Certains d'entre nous, c'est intéressant de réfléchir, pourquoi est-ce que des gens comme Benoît Lévesque, Louis Favreau, Jacques Boucher, moi, on était dans des démarches politiques qui, au début des années 80 encore, dans le livre sur la conjoncture, la dénonciation de la voie de la social-démocratie est un élément qui est important. Mais comment se fait que 20 ans ou 30 ans plus tard, on s'est retrouvé dans un collectif pour le renouvellement de la social-démocratie? Ça veut dire qu'il y a une réflexion sur le marxisme aussi, qui est présente dans tout ça. D'où l'importance que j'accorde personnellement à l'héritage de la mouvance Regroupement pour le socialisme, à cet égard dans les années 76 à 85. J'ai cherché 2 heures cette semaine dans mon agenda pour voir quand est-ce que j'ai rencontré Benoît Lévesque pour la première fois. Je ne l'ai pas trouvé exactement, mais je fais l'hypothèse que c'est quelque part en 78. Quand dans le Regroupement pour le socialisme, il y a des gens de Rimouski, dirigés par Jacques Pelletier, qui s'était adressé à Jean-Marc Piot. C'est Jean-Marc Piot, paradoxalement, qui a mis Benoît Lévesque
en contact avec nous à Montréal. Parce que Jacques Pelletier demandait à Jean-Marc Piot, au fond, comment établir un lien avec du monde dans d'autres régions que le Bas-Saint-Laurent qui avait une démarche politique intéressante. Bon. Et finalement, Jean-Marc Piot a favorisé un contact entre le groupe de Rimouski, puis on est allé à Rimouski, etc. Alors, le Rassemblement pour le socialisme, quand même, c'était basé dans un certain nombre de régions, puis ça valorisait beaucoup des équipes, de ce qu'on appelait des équipes d'intervention politique, qui étaient des groupes de réflexion sur les pratiques. C'était une démarche politique qui valorisait beaucoup l'induction plutôt que la déduction. T'sais. Dans un environnement où souvent les démarches politiques, c'était créer un parti qui allait transformer de façon révolutionnaire la société, et le parti avait la ligne juste, puis il la donnait aux acteurs de la société civile puis des mouvements sociaux par la suite. Dans la démarche du regroupement, on a essayé d'opérer un renversement épistémologique pour valoriser les connaissances qui émanaient des pratiques dans différentes régions, puis dans des différents domaines syndicales, groupes communautaires, groupes féministes. L'écologie n'était pas forte dans le temps. On a un chapitre sur les mouvements communautaires. Mais j'ai caractérisé un petit peu, j'ai essayé de réfléchir sur les traits principaux du LAREPS, je ne reviens pas là-dessus, mais je seconde le propos de Benoît tout à l'heure qui a rappelé que dans le bilan qui a été fait à l'automne 2015, pour mettre fin à l'expérience du regroupement au bout de 10 ans, c'est intéressant quand un organisme cesse d'exister, qu'ils prennent la peine de réfléchir puis de faire un bilan de 5 pages. J'ai retrouvé une copie, on va s'en faire des photocopies à certains d'entre nous. Mais ce qu'on disait, c'était que pour entreprendre la route qu'il y a en avant de nous pour les prochaines années, avec des chances de succès, pour favoriser une véritable relance de l'action sociale et politique pour le changement en profondeur de la société, il ne suffit pas de sauter dans un autre véhicule qui nous attendrait fin prêt sur le bord de la route. Il faudra, avec d'autres, travailler au cours des prochaines années pour mettre au point de nouveaux modèles d'analyse et d'action mieux adaptés aux besoins des années présentes et de celles qui s'en viennent. Et ça continue comme ça par une valorisation du besoin de la recherche. Moi, quand je repense à cette période-là, je me dis, dans les années antérieures, dans les mouvances dans lesquelles on était, on avait trop de réponses et on n'avait pas assez de questions de recherche. Mais les difficultés qu'on a rencontrées dans un certain nombre de lieux dans les années 80 nous ont rendus plus humbles sur le plan des connaissances solides qu'on avait, et on a eu des questions de recherche véritables pour comprendre les transformations de l'économie, la gestion qui était faite de l'État québécois avec les coupures de 81-82, la question du référendum. Alors, je pense que par la suite, il y a une période que j'ai caractérisée comme étant de transition. Je vois les années 86 à 90 comme une période intéressante où, tantôt, Benoît a mentionné l'apparition du premier groupe du CRISE en 86. Moi, je fais un lien entre cette expérimentation et 3 autres expérimentations. Alors, la création de la revue Nouvelles pratiques sociales, dans laquelle j'ai été impliqué, se situe également dans la continuité de ce qui précède. Il y a eu la commission Rochon qui nous a donné l'occasion en 86-87 de faire des recherches. Dans le cas de Paul Bélanger et de Benoît, ils ont eu l'occasion d'approfondir leurs travaux de recherche sur les CLSC.
Et moi, avec une équipe de recherche qui comprenait Françoise David comme chercheur, puis Denis Bourque, c'était déjà des professionnels de recherche drôlement calibrés. On a fait 60 entrevues sur la privatisation des services sociaux en 86-87. À l'été 87, mais on a sorti un rapport de 400 pages. C'est-à-dire, quand il y a des commandites, on travaille plus rapidement hein, dans la vie. Mais cette expérience-là est très importante. Et ce qui était riche en 86-87, c'était les conversations qu'il y avait entre Paulaire Bélanger et Benoît, d'une part, et moi puis mon équipe de recherche sur la privatisation, d'autre part. Et c'est déjà des préparatifs. Bon. Et il y avait aussi, à l'époque, la préparation d'une maîtrise en intervention sociale à l'UQAM. Moi, j'étais directeur de département en travail social et je sentais qu'on avait besoin d'une alliance avec le département de sociologie pour faire une proposition robuste d'un programme de maîtrise en intervention sociale. Alors, les débuts du LAREPS, c'est de ça que je vais... Sur les débuts du LAREPS, dans mon texte, je rappelle quand même 2-3 projets de recherche qui ont eu une importance fondatrice en 92, 93, 94. Il y a certainement le projet de recherche sur le logement social avec support communautaire, dont Marie-Noël va parler tout à l'heure. Il y a un projet de recherche qui passait par les services aux collectivités du CAM, qui était en quelque sorte une réponse à une demande de la CSN et de la Fédération Santé et Services sociaux. J'aime distinguer CSN et Fédération de la Santé et des Services sociaux parce que dans cette recherche qui portait sur la privatisation des services de santé et des services sociaux, notre lien partenarial avec 2 morceaux de partenaires plutôt qu'un seul, qui n'avaient pas le même point de vue sur la privatisation toujours, ça nous a donné un espace de liberté comme chercheurs. Il y avait Christian Jeté, qui était chercheur, il y avait Raymond Bourque, il y avait mon ami Régent Mathieu, qui venait des groupes marxistes-léninistes. J'en nomme quelques-uns pour montrer que dans ces années-là, il y a un rapprochement entre des acteurs sociaux qui ont été dans différentes tendances, qui ne se parlaient pas 5 ans avant. Et ça l'a permis un pluralisme puis une fécondité. J'ai dépassé de 45 secondes de mon 15 minutes et j'allais peut-être dire que le LAREPS, au fond, s'appelait... au début, on cherchait un nom et puis, à un moment donné, on a eu le goût de s'institutionnaliser un peu à partir de la politique de recherche qui était celle de l'UQAM, dans lequel le laboratoire de recherche, il y avait le laboratoire de recherche de Camille Bouchard qui s'appelait le LARECH, mais LA, ça voulait dire laboratoire de recherche, puis le H, ça voulait dire écologie et humanisme, je pense, quelque chose comme ça. Nous, après des différentes tentatives, on a dit l'AREPS pour laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales. Et avec Régent Mathieu, la culture de l'UQAM était pas très, très favorable à l'institutionnalisation, hein, notamment en sociologie et en travail social dans ces années-là. Il y avait, pensez à toute la démarche, mettons, du groupe de Freytag, hein, qui était quand même en faculté des sciences humaines un morceau important. Les chercheurs et les intellectuels dans cette orientation-là, puis leurs étudiants, n'aimaient pas particulièrement valoriser la recherche, les subventions de recherche. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui ont fait des travaux valables sans faire nécessairement beaucoup. Mais nous, on est dans un tournant dans ces années-là, donc le crise est en émergence. La revue Nouvelles pratiques sociales permet de mettre des acteurs dans une nouvelle démarche. Relisez le premier éditorial de la revue Nouvelles pratiques sociales en 88. C'est un programme qui s'inscrit en harmonie avec le programme qui par la suite va être développé par le CRISE.
la problématique du LAREP, ça va être et comme celle de la revue Nouvelles pratiques sociales, ça va être beaucoup axé sur le renouvellement des pratiques sociales. C'est pas le mot innovation sociale, mais c'est 4,30 sous pour une pièce. C'est quand même, ce qui nous intéresse, c'est le renouvellement. C'était quand même de faire œuvre d'innovation sur le plan théorique et sur le plan pratique, tout ça. Et il y a eu une première phase d'institutionnalisation, donc à partir de la politique de l'UQAM, on a été reconnu comme un laboratoire de recherche en 1996 pour 3 ans. Mais voici qu'à peine reconnu, l'UQAM a changé sa politique pour la reconnaissance des groupes. Donc, on ne savait pas trop à ce moment-là qu'est-ce que nous étions dans la politique de l'UQAM. Mais quand il y a eu les concours du Conseil de la recherche de la recherche sociale, du CQRS, avec les équipes, bien, nous, on a logé une demande d'équipe en 1996 qui a été refusée. Et l'année d'après, on en a logé une deuxième qui a été acceptée. Je pense que, Marie-Noël, je vais te laisser faire un bout pour que tu aies le temps qu'il te faut. Moi, j'ai un bon texte. J'en ai utilisé une partie. On verra ce qui se passe par après si vous êtes intéressé. Merci. Est-ce que c'est ouvert? Dans mon texte, j'insiste entre autres sur l'importance des professionnels de recherche. D'accord. L'importance d'une gouvernance. L'importance d'une gouvernance où les partenaires ont un certain contrôle sur l'argent. Le LAREPS Est-ce que ça marche? Et l'équipe économie sociale santé bien-être avait une subvention qui n'était pas gérée par l'université au début. C'était gérée par le Centre de formation populaire et par, finalement, la santé publique de Montréal. Le partenaire du terrain étant Daniel Labesse et puis René Doré. Là, je te laisse vraiment la parole. D'accord. Alors, merci. J'ai accepté l'invitation de Yves par amitié. On veut donner le point de vue d'une professionnelle de recherche qui est à la fois une intervenante sociale qui a toujours aimé et qui continue à avoir toujours un pied dans la recherche, des fois un pied dans l'enseignement, mais un pied surtout, j'ai toujours été impliquée dans des organismes communautaires, dans l'action communautaire et sociale, je continue à y travailler. Je suis dans des conseils d'administration et l'un alimente l'autre. Alors, je pense que c'est un petit peu emblématique de ce que le LAREPS a pu exercer comme pratique. Je vais me centrer sur le secteur, ce qu'on a pu exercer dans le secteur de l'habitation sociale communautaire et aussi publique, les HLM. C'est un secteur, ceux qui le connaissent moins bien, là, de 130 quelques mille unités. Il y a 50 000 unités en OSBL d'habitation, 1200 corporations, organismes. Il y a 30 quelques mille coops d'habitation, coopératives de solidarité en habitation, ce qui fait à peu près 85 000 plus. On s'est intéressé au HLM public, 63 000 unités d'habitation. Alors, c'est ce terrain-là qu'on a quadrillé, mais il y avait un secteur qui était sous-documenté, sous-théorisé, c'était les OSBL d'habitation. Moi, j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à dire, les gens me demandaient c'est quoi un OSBL d'habitation. Bien, vous savez, il y a 3 tenues, vous connaissez les HLM, oui, vous connaissez les coops, oui, il y a des OSBL d'habitation. Et il y avait c'était pas organisé, il n'était pas en association et la découverte de ces organismes-là à travers cette première recherche-là, le soutien communautaire en logement social, puis la Fédération de montréalaise des OSBL d'habitation qui était à peu près naissante, a permis, je pense, de contribuer à faire reconnaître ce secteur d'activité-là, à le consolider. Plus tard, je vais devenir responsable. Je vais travailler au réseau québécois des OSBL d'habitation, qui est la fédération nationale qui va se créer en 2000, alors quelques années après que j'ai fait quelques recherches au LAREP sur les OSBL d'habitation. Ça va devenir pas imbriqué, là, on n'est pas des intellectuels organiques ni rien, mais ça tombe bien à cette époque-là que le secteur des OSBL d'habitation puisse compter sur le LAREPS
avec des études de contribution au portrait de secteur. Ça n'existait pas. C'est quoi les OSBL habitation? Alors, le mapping, l'offre de services, plusieurs monographies. Et les OSBL d'habitation, c'est un lieu d'interface très, très important entre l'habitation, santé, services sociaux. Et on s'est intéressé beaucoup aux interfaces entre le logement communautaire, l'habitation et la possibilité pour des personnes vulnérables qui y habitent de recevoir des services. Et là, la REPS a permis de creuser la contribution des milieux locaux dans la création des OSBL, des unités, des projets d'OSBL d'habitation pour aînés, pour personnes handicapées, pour mères monoparentales, toutes sortes de populations vulnérables qui, à travers des initiatives donc locales, table des aînés, club d'âge d'or, CDC, etc., contribuaient à travers des programmes, notamment de la SHQ, qui étaient suffisamment souples, à créer quelque chose d'intéressant. Alors, on a éclairé ce secteur-là, c'était intéressant. Des concepts aussi qui ont été discutés, échangés, l'importance de la forme nous a suggéré l'importance pour dépasser l'imitation bête là, des milieux institutionnels qui étaient le refuge pour personnes itinérantes, les CHSLD, etc., dans les OSBL d'habitation, pour mieux dépasser cette institutionnalisation lourde et coûteuse, l'idée qu'on peut être à la fois chez soi et recevoir des services. Donc, la distinction claire entre ce que c'était le logement, le chez-soi, et l'hébergement, le chez-eux. Ça, on l'a bien campé. Ça a été, les échos ont été là. On a examiné, ce faisant, l'hybridation, les formules d'hybridation, les effets de contamination, non seulement en santé, services sociaux et habitation, mais les effets de contamination et d'hybridation, pour le meilleur et pour le pire, entre les secteurs publics, les HLM publics, les HLM, l'habitation communautaire, notamment les OSBL, et le privé, notamment tout le secteur qui est en croissance des résidences privées pour aînés. Et c'était 3 secteurs qui étaient en cohabitation, des fois concurrence. Et il y a des innovations sociales qui ont été théorisées, empruntées aux OSBL d'habitation pour aller dans les HLM publics et vice-versa, et parfois du privé. Alors, on a examiné ça un petit peu, je trouve que c'est intéressant. J'arrête ici. Je pense que tu as bien parlé là, des contributions. Peut-être que, en termes de culture organisationnelle, d'esprit de partenariat, moi, ce que je retiens, c'est les tables partenariales où je me souviens de Marc Renaud, qui est un ancien directeur du FQRS, je pense, là. J'avais lu dans un de ses articles où il disait que les innovations sociales, ça naît plus souvent autour d'un café puis d'une bière à la fin d'un colloque que dans le fond d'un laboratoire à lire des affaires. Et je pense que le leadership de Yves et d'autres acteurs qui ont mis autour a permis ça, c'est-à-dire la convivialité, l'amitié, les rencontres fréquentes entre gens, la façon de mettre ensemble des gens d'horizons différents avec un esprit de convivial. C'est important, cette culture organisationnelle. Et oui, effectivement, tu allais dire, Yves, que pendant plus d'une dizaine d'années, une fois par année, la REPS mettait du gros cash là, pour organiser une journée ou deux de bilan de l'année à l'Auberge Enfield, et où les hébergements, les lunchs étaient coupés. Et là, on pouvait vivre ensemble, une sorte de lac à l'épaule, là. Et ça favorisait, je pense, en tout cas, des amitiés puis des partenariats pérennes. Je vais arrêter ici, tu peux continuer. Oui. Ben, c'est gentil. Il nous reste 2 minutes et demie. Je vous surveille.
Quand je regarde un peu les publications qu'on a faites, je pense que c'était la même chose aux crises. Il y a une valorisation des contributions des professionnels de recherche puis des assistants de recherche. Et on a plusieurs publications où les noms qui arrivent en premier, et par exemple, la recension des écrits sur l'économie sociale qu'on a publié en 2010 à partir d'une recherche là, qui était dirigée par Benoît et moi pour faire une recension des écrits sur l'économie sociale et la transformation de l'État-providence. Ben, en 99 puis 2000, Christian était un professionnel de recherche, mais c'est son nom qui apparaît en premier. Christian Jeté, Benoît Lévesque, Lucie Magé, qui était aux crises, une professionnelle, et Yves Vaillancourt. La recherche sur la faune, c'est Christian Jeté, Luc Thériault, Régent Mathieu, Yves Vaillancourt. La FOM, c'est la Fédération montréalaise des OSBL d'habitation. Oui. C'est une recherche quand même, d'autres peuvent il y en a plusieurs qui sont liés à cette recherche qui sont ici présents aujourd'hui, dont Claude Roy et Norma Drolette. Et cette recherche publiée en 98 aussi, c'est parce que des professionnels de recherche qui sont devenus par la suite des étudiants de maîtrise puis des doctorants et puis qui sont des professeurs, ça fait partie un petit peu d'un héritage qui est intéressant. Mais à l'époque, c'est eux qui tenaient la plume. Parce que ça paraît de rien, mais c'est pas fait comme ça dans tous les lieux dans les universités. La question de la conclusion de mon texte, je vais vous la lire, elle fait 8 lignes. Conclusion. Le LAREPS est-il mort? Ces dernières années, il m'est arrivé de demander à Lucie Dumais et à Christian Jeté, qui ont été les leaders du côté académique du LAREPS au cours des 10 dernières années, et qui m'ont succédé, je me suis amusé souvent à leur demander si le LAREPS était mort ou vivant. Question embarrassante qui les faisait sourire, mais à laquelle ils ne répondaient pas. À mes yeux, la réponse pourrait être que le LAREPS comme institution est mort en avril 2014 lorsque le FQRSC a répondu négativement à sa dernière demande de renouvellement pour une subvention d'équipe de recherche en partenariat. Et c'était toujours des réponses qui étaient tristes à voir. Moi, j'étais un peu parce que c'était souvent accepté, mais pas finançable par manque de financement. Tu sais, quand tu arrives une coche trop loin dans la liste des projets. Mais comme mouvance, comme mouvement, pour certaines personnes, le LAREPS est encore vivant dans certains lieux et certains moments. Ce qui me fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, je suis allé sur le site web du LAREPS. Tu sais, je me demande jusqu'à quand le site web va être là avec générosité. Hein? Je suis allé voir sur le site web du LAREPS. Évidemment, on remarque qu'il n'a pas été mis à jour depuis quelques années. Beaucoup. Mais j'ai remarqué qu'il demeure toujours un site riche et généreux, en permettant une accessibilité aisée à plusieurs productions de recherche de qualité. Parce qu'au LAREPS, comme aux crises, on a navigué beaucoup entre des recherches micro, des recherches méso, des recherches macro et des allers-retours entre les deux. Au LAREPS, on a fait une 50aine d'études de cas, de monographies dans plusieurs projets de recherche. Bien, on parle du LAREPS après avoir parlé du CRISE. Au fond, pour moi, ce sont comme des frères et sœurs dans un réseautage dans lequel on est capable de mettre un climat d'entraide et de coopération. Parce que le LAREPS, c'est toujours été un morceau du CRISE, puis après ça, un morceau des projets d'économie sociale qui ont été des projets de la RUC en économie sociale qui ont été développés au Québec puis au Canada, parce que c'était la même
En passant, mon dernier texte, il va finalement paraître, c'est sur la co-construction des connaissances et des politiques publiques. Il a traîné à la revue Sociologie, là, pas à cause de lui comme texte, mais à cause du dossier dans lequel il était. Il devrait être disponible sur un site au mois de mai 2019. On est au mois de mai. C'est sur... et c'est un texte dans lequel, moi, je reviens sur l'évolution des politiques de soutien à la recherche partenariale et dans lequel je fais ressortir qu'il y a un recul au Conseil canadien de recherche sociale à travers les nouveaux règlements, les nouveaux textes de politique qu'ils ont développés, parce qu'ils définissent la recherche partenariale comme pouvant être faite uniquement entre universitaires. Elle peut aussi être faite entre universitaires et des partenaires, mais pour moi, la recherche partenariale, quand il y a de la co-construction, ça veut dire qu'il y a au moins 2 catégories d'acteurs. Et si tu as des chercheurs universitaires qui appartiennent à une catégorie, pour que ce soit partenarial, il faut que tu te demandes quelle est l'autre catégorie. Alors, au CRSA, j'ai remarqué que pour les Premières Nations, ils sont assez accommodants pour avoir une définition forte de la recherche partenariale. Mais quand ils passent au concept général de recherche partenariale, là, il y a la définition est plus lousse que celle du temps des ARUC. Tandis qu'à Québec, je trouve qu'au Québec, c'est compliqué parfois, mais ils ont gardé au FQRSC une possibilité de soutenir des projets de recherche partenariale au sens fort où on l'entend, ceux qui ont vécu les ARUC et le LAREPS.